Bali, des rendements locatifs à 10, 12, parfois 14% par an, mais attention justement à ça. Des villas de rêve à quelques centaines de milliers d'euros, des influenceurs en tongs qui vous expliquent comment vivre de l'immobilier à Bali. Mais je vais vous dire une chose que beaucoup oublient de préciser, en Indonésie, un étranger ne peut pas posséder un terrain en pleine propriété, ou du moins c'est plus compliqué. Le titre de pleine propriété, le hak milik, est réservé aux citoyens indonésiens. Pour un étranger, il faut passer par d'autres structures, soit un droit d'usage, un bail longue durée ou une société indonésienne à capitaux étrangers. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas investir à Bali? Non, ça veut dire qu'il faut comprendre exactement ce qu'on achète, ou plutôt ce qu'on contrôle et comment le faire légalement. Mon score pour Bali, 6 sur 10. Un marché fascinant, des rendements intéressants, une demande touristique très forte, mais un cadre juridique et fiscal qui demande une rigueur absolue. Je vous explique tout. Bali, c'est environ 4,5 millions d'habitants. C'est surtout une machine touristique mondiale. En 2025, l'île a accueilli presque 7 millions de touristes étrangers, en hausse de presque 10 ans par rapport à 2024. Les Australiens restent le premier marché, mais on retrouve aussi l'Inde, la Chine, le Royaume-Uni, la France dans les grands marchés émetteurs. Ce flux touristique massif est exactement ce qui alimente les rendements locatifs que vous voyez partout dans les présentations d'agences immobilières. L'immobilier à Bali, c'est le cœur du sujet et c'est là qu'il faut être précis. Rappel fondamental, un étranger ne peut pas acheter en freehold en Indonésie. Le hak milik, c'est-à-dire la pleine propriété, est réservé aux citoyens indonésiens. Les montages où l'on met le bien au nom d'un prête-nom indonésien sont juridiquement dangereux et en pratique non opposables si les choses tournent mal. Le leasehold, c'est la voie la plus répandue à Bali pour les petits investisseurs. Vous signez un bail en longue durée, soit 25 ou 30 ans, parfois avec option d'extension, avec le propriétaire indonésien du terrain ou du bien. Vous payez souvent une grande partie du loyer à l'avance, puis vous exploitez la villa pendant la durée du bail. C'est simple et c'est ce qui alimente une grande partie du marché des villas à Bali. Mais juridiquement, il faut le dire clairement, vous ne possédez pas le terrain, vous avez un droit contractuel d'usage pour une durée déterminée. Le risque, c'est le contrat. Si le bail est mal rédigé, si les héritiers du propriétaire contestent, si les droits financiers ne sont pas clairs, vous vous retrouvez dans une situation très compliquée. Donc, règle absolue, un avocat indépendant, un notaire sérieux et la vérification du titre foncier auprès du BPN, l'Agence nationale foncière indonésienne, et une due diligence complète avant de payer. La voie à éviter absolument, le nominé. C'est le montage où un étranger achète au nom d'un Indonésien de confiance, un ami, un conjoint, un employé, un partenaire local. Sur le papier, ça donne l'impression d'avoir du freehold. En réalité, c'est extrêmement risqué. Le bien n'est pas à votre nom et si la relation se détériore, vous pouvez tout perdre. Côté prix, une villa de 2 chambres bien placée à Canggu, Seminyak ou Uluwatu peut se trouver entre 1500 et 350 000 euros en leasehold selon la durée restante. L'emplacement, la qualité de construction et le potentiel locatif, tout ça va déterminer le prix de la villa. Les villas premium dépassent facilement les 500 000 euros, surtout dans les zones tendues. Côté rendement, les agences affichent souvent 10 à 14%, mais dans les faits, les rentabilités locatives sont en baisse. Il reste encore quelques secteurs stratégiques comme le sud de l'île à Uluwatu. Maintenant, la fiscalité. Et ici, je corrige une erreur très fréquente. Contrairement à ce qu'on entend parfois, il existe bien une convention fiscale entre la France et l'Indonésie. Elle a été signée en 1979 et est rentrée en vigueur en 1981. Son objectif est d'éviter les doubles impositions et de prévenir de l'évasion fiscale. Donc non, on ne peut pas dire qu'il n'y ait aucun mécanisme entre les deux pays, mais attention, ça ne veut pas dire que la fiscalité est simple. Si vous êtes résident fiscal français, vous devez déclarer vos revenus mondiaux en France, y compris vos revenus de source indonésienne. Ensuite, il faut appliquer la convention fiscale et les règles françaises de crédit d'impôt ou d'élimination de la double imposition selon la nature exacte du revenu. En Indonésie, les revenus immobiliers peuvent être taxés localement. Le régime dépend de la structure, un particulier, une société locale, un établissement stable, bref, ça peut être
différent selon votre situation. À titre indicatif, la fiscalité indonésienne prévoit notamment une retenue ou imposition finale de 10% sur les loyers de terrains et bâtiments dans certains cas. Tandis que les non-résidents peuvent aussi être soumis à une retenue de 20% sur certains revenus de source indonésienne, sous réserve de la convention fiscale applicable. Si vous passez par une PT-PMA, l'impôt sur les sociétés indonésiennes est de 22% sur les bénéfices taxables. Et pour les dividendes versés à un non-résident fiscal français, la convention France-Indonésie peut réduire la retenue à la source. Les tableaux fiscaux 2026 indiquent notamment 15% sur les dividendes du portefeuille et 10% sur la participation substantielle, avec des conditions précises. Donc le message à retenir, c'est simple, Bali peut être rentable, mais la fiscalité doit être modélisée avant l'achat, pas après. Bali, c'est séduisant, mais il y a des risques qu'il faut avoir en tête avant de sortir son chéquier. Le premier risque, c'est le risque juridique. Vous achetez pas du freehold, vous achetez du droit limité, une structure ou un contrat, et toute la qualité de votre investissement dépend de la solidité juridique de ce montage. Deuxième risque, le change. Le roupie indonésien peut bouger fortement. En 2026, la devise est sous pression au point que la Banque centrale indonésienne a relevé son taux directeur de 50 points de base pour soutenir le roupie qui avait touché des plus bas face au dollar. Troisième risque, la dépendance au tourisme. Bali vit massivement du tourisme. Le Covid l'a montré brutalement. Quand les avions se sont arrêtés, les revenus locatifs peuvent s'effondrer. Si vous avez un crédit à rembourser ou vous comptez sur ces revenus pour vivre, c'est un vrai risque. Quatrième risque, les arnaques. Titre foncier mal vérifié, beau rédigé à la va-vite, permis de construire flou, villa construite dans des zones non conformes, intermédiaires non régulés. À Bali, il y a de très bons professionnels, mais aussi beaucoup d'opportunistes. Mon verdict sur Bali pour un investisseur francophone, mon score il est de 6 sur 10. Ce qui fait monter la note, c'est les rendements locatifs peuvent être très bons si on investit dans les bons secteurs, là où la demande touristique et structurelle. Bali reste une marque mondiale. Le ticket d'entrée est plus accessible que Dubaï ou certaines capitales européennes. Et pour un entrepreneur ou un investisseur très impliqué, l'île offre un potentiel réel. Ce qui plombe la note, vous ne pouvez pas posséder le foncier en pleine propriété ou via les montages plus complexes que d'autres pays. Les structures juridiques sont complexes, la fiscalité demande une vraie analyse, le risque de change est sérieux et la dépendance au tourisme rend les revenus locatifs volatiles. Pour quel profil est-ce que je recommande Bali ? Bali est fait pour l'investisseur aventurier, impliqué qui accepte de se déplacer, construire un réseau local, payer un avocat sérieux et comprendre le mécanisme juridique avant d'investir. C'est aussi une bonne option pour l'entrepreneur qui veut s'installer sur place, créer une vraie structure, gérer son activité de près. Ma stratégie pour Bali, c'est investir à Uluwatu qui est de bien plus premium et surtout où l'offre est limitée, donc le marché est bien plus stable. On fait de la construction de villas à Bali pour nos clients dans ce secteur avec des leaseholds de 50 ans pour des prix de 30 ans grâce à de bonnes négociations et un montage avec les propriétaires. Concrètement, on fait un investissement de villa de 2 chambres à partir de 220 000 € et un rendement de 850 000 € sur 50 ans. Dans cette situation, c'est réellement intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur nos projets d'investissement à Bali, envoyez-moi un message sur Instagram ou LinkedIn ou vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement sur mon agenda avec le lien dans la description. Dans le prochain épisode, on part en Géorgie et celui-là va vous surprendre. C'est probablement l'un des marchés les moins connus de la série, mais aussi l'un des plus intéressants en termes de simplicité d'accès, fiscalité et rendement. Abonnez-vous pour ne rien rater et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà investi à Bali ? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous a retenu ? Est-ce que c'est la partie juridique, la distance, la fiscalité ou autre chose ? À la semaine prochaine.